Et je vous ai montré ici une image de scanner, parce que vous verrez que la question qui se pose aussi dans la prise en charge de ces fœtus avant la naissance, c'est bel et bien un pronostic par rapport à la partie supérieure de la lésion, et donc il faut essayer de déterminer avec le plus de précision possible. Et vous verrez qu'en échographie, on est assez limité finalement pour ce bilan, alors que le scanner donne des renseignements tout à fait objectifs. Et je ne suis pas sûre qu'il lui faille faire l'économie de ce type d'imagerie, notamment lorsqu'il est décidé une prise en charge in utero. Donc, comme on vous l'a rappelé, le dépistage, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui est réalisé au deuxième trimestre de la grossesse pour la population à bas risque, un petit peu plus tôt quand on a identifié des facteurs de risque, qui repose avant tout sur des signes crânio-encéphaliques qui vous ont été décrits. Je voudrais juste rappeler que cette déformation de la calvéria frontale, cette biconcavité qu'on observe ici, elle peut être tout à fait transitoire. Elle est parfaitement visible dans la première partie de la grossesse, jusqu'à 23 semaines, quand la voûte crânienne est encore assez plastique. Plus on va avancer vers une minéralisation de cette voûte crânienne, plus ce signe peut s'amender et devenir extrêmement discret. Donc, l'absence de visibilité de ce signe n'exclut pas, bien entendu, un défaut de fermeture du tube neural. L'expansion ventriculaire est très fréquente, l'hydrocéphalie pas forcément, donc il faut avoir cette notion, surtout, de modification de la forme des ventricules qu'on appelle colpocéphalie, c'est-à-dire que la paroi interne, la paroi médiale du ventricule va perdre son modelage habituel au niveau de la scissure pariéto-occipitale. Si vous regardez, je n'ai pas mis le sujet témoin ici, mais le ventricule est bien modelé, le carrefour ventriculaire est bien modelé, il y a une incision de la pariéto-occipitale. Chez les fœtus qui sont porteurs d'un défaut de fermeture du tube neural, et l'autre circonstance, c'est les agénésies du corps calleux, on a une colpocéphalie, c'est-à-dire qu'on a des carrefours ventriculaires en gouttes. Ça, c'est très symptomatique. Et bien entendu, le signe majeur qui fait suspecter une anomalie de fermeture du tube neural et qui est, contrairement à ce qui était dit précédemment, toujours associé à un dystrophisme ouvert, c'est pas 90% des cas, c'est 100% des cas, c'est la malformation de Chiari, qui ici est très bien visible, et souvent c'est le cas au deuxième trimestre, sauf conditions échographiques difficiles. Et dans les conditions échographiques difficiles, c'est intéressant de connaître les signes indirects de malformation de Chiari, qui sont cet aspect tout à fait étiré des pédoncules cérébraux. Vous voyez comme ils sont longs. Ici, un cas témoin, on a une concavité externe de ces pédoncules cérébraux qui est totalement perdue en cas de Chiari. Donc, dans des conditions d'examen difficiles, c'est intéressant de suspecter ces Chiari. Alors, évidemment, quand on a ces signes, je ne suis pas proche du micro, ce qui sert strictement à rien. Évidemment, quand on a ces signes indirects, on va aller examiner le revêtement cutané dorsal. Alors, soit c'est tout à fait évident, comme ici, vous avez une masse kystique avec un enchevêtrement radiculaire à l'intérieur. Soit parfois, ces méningocèles, elles sont tout à fait distales et de toute petite taille, et il n'y a pas de corrélation entre l'importance des signes crânio-encéphaliques et la taille de la myéloméningocèle. Donc, si on a ces signes indirects, quoi qu'il advienne, il faut trouver la myéloméningocèle, même si elle est toute petite, sacrée, très distale. Donc, pour ce faire, on pourra aussi s'aider, bien sûr, des signes osseux. Alors, je vous ai montré un exemple caricatural où on a une divergence des pédicules des arcs postérieurs qui est absolument évidente. Donc, ça peut être plus discret comme cela vous a été montré précédemment, et je vous en montrerai d'autres exemples. Donc, ça, ce sont des signes directs. Ces signes osseux sont constants, à l'inverse de la méningocèle. On peut avoir des dysraphismes sans, qu'on appelle les rachisschisis finalement, ou les myéloschisis, où il n'y a pas de poche méningée. Et donc, le défect cutané peut être très difficile à mettre en évidence. En revanche, les signes osseux sont constants. Donc, ceux-là, on peut les trouver soit par échographie, soit, si nécessaire, par scanner. Donc, tout ça pour dire que les difficultés diagnostiques sont essentiellement représentées par les problèmes inhérents à l'échographie, c'est-à-dire, comme on vous l'a expliqué, la paroi maternelle, la présentation fœtale, l'encombrement utérin dans les grossesses gémellaires, l'absence de liquide, le terme avancé, enfin tout ça. Des présentations qui sont parfois compliquées. Vous voyez ce fœtus qui a un dos qui est collé au placenta, il n'y a pas de méningocèle, donc c'est un rachisschisis.
Et c'est vrai que si on n'est pas attentif sur une coupe coronale à l'écartement des pédicules osseux, on peut totalement le méconnaître. Un petit mot ici pour dire que l'écho 3D, c'est toujours spectaculaire quand ça marche bien déjà en 2D. On ne pourra jamais obtenir des renseignements supplémentaires en 3D que l'on n'a pas eu l'opportunité d'observer en 2D. Donc ça sera plus lisible, plus éloquent, mais il ne faut pas attendre de complémentarité du 3D par rapport au 2D pour avancer dans le diagnostic. Alors, l'autre difficulté pour ce diagnostic de SPINA, et qui est un peu réactualisé, puisque jusqu'à présent, honnêtement, on ne forçait pas trop notre talent. La plupart du temps, on disait qu'il y avait un SPINA. Ça se soldait par une interruption médicale de grossesse, n'ayant pas de choses à proposer avant la naissance pour améliorer le pronostic de cette pathologie. De plus en plus, on rencontre des couples qui sont conservateurs de la grossesse et on peut leur proposer des solutions pour diminuer le handicap de l'enfant à naître. Donc là, on a un vrai rôle à jouer en imagerie, c'est-à-dire qu'il faut préciser le niveau supérieur de la lésion et son étendue. Alors en échographie, comme je vous le disais au tout début, on peut être un petit peu limité, on dispose de peu de moyens pour préciser, enfin donner ces éléments. Alors on a des repères anatomiques. C'est vrai que la partie supérieure de la crête iliaque est un repère assez fiable, on est en L5, et à partir de ce repère anatomique, on peut faire un comptage rétrograde ou antérograde des corps vertébraux, et dire voilà, on débute à L2 ou on débute à S1, on peut faire ce compte. Un autre repère anatomique assez fiable, c'est le île rénal sur une coupe axiale du rein droit qui se trouve à peu près en L3. Alors, j'attire l'attention ici pour dire que les côtes, ce n'est pas un repère fiable. Nombre de fœtus ont 11 paires de côtes ou des paires de côtes à peine ébauchées en partie en distale. On a des côtes cervicales, et vous voyez que chez ce fœtus qui était porteur d'un dystrophisme ouvert important, il avait 11 paires de côtes et une paire de côtes cervicales. Donc on se retrouve en décalage avec 2 niveaux lésionnels, ce qui n'est pas rien sur une myéloméningocèle lambosacrée. Donc c'est pas un repère fiable. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Alors l'autre piège diagnostique, c'est celui de méconnaître des lésions associées. Donc, on l'a évoqué au tout début. Là, typiquement, on a une décision de poursuite et de prise en charge de la grossesse chez ce fœtus de 23 semaines porteur d'une myéloméningocèle qui est évalué, débuter en L1 L2 et s'étendre sur environ 37 mm. Et vous voyez qu'à l'étage encéphalique, on est un peu embarrassé par cet aspect festonné des ventricules cérébraux. Alors, le périmètre céphalique au 3e percentile, c'est quelque chose d'assez classique, hein, je ne vous l'ai pas dit au début, mais c'est vrai que parmi les facteurs prédictifs d'une malformation ouverte du tube neural, le BIP au 3e percentile est une constante, et une constante assez précoce dans le développement. Donc on a un petit périmètre céphalique. On décide de faire une IRM pour réévaluer le pôle céphalique de ce fœtus, et vous voyez qu'on découvre, on confirme les nombreuses hétérotopies sous-épandymères qui étaient suspectées à l'échographie. Alors, la problématique à ce niveau de développement, à 23 semaines, c'est que ces hétérotopies ne sont pas formellement synonymes de pronostic péjoratif. En revanche, on aimerait bien savoir ultérieurement quelle va être la gération de cet enfant, puisqu'il y a déjà des hétérotopies, des défauts, des retards migratoires. Seulement, la décision de prise en charge in utero, elle est précoce, elle est à 26 semaines, le dernier délai, et la gération commence à être bien analysable à partir de 29. Donc là, on se retrouve face à un conflit d'intérêts. Donc on ne peut que décrire ces hétérotopies sans leur accorder de valeur plus qu'elles n'en disent à cet âge-là de la grossesse. Ça fait vraiment partie des limites de l'imagerie dans l'exploration de la première partie de la grossesse. Alors, si l'on se déplace sur le rachis, on peut également être exposé aux pièges diagnostiques, et je dirais que c'est ceux qui nous intéressent le plus en dépistage et en diagnostic échographique. C'est lorsque l'on voit ces lésions kystiques dorsales. Alors, dorsale ne signifie pas qu'on est à l'étage thoracique. Dorsale, c'est par rapport à la polarité ventro-dorsale du fœtus. Donc, ces images kystiques peuvent siéger au niveau cervical, au niveau dorsal, en effet, et au niveau lambosacral. Donc là, vous voyez qu'on a cette masse dorsale.
On a une image intracanalaire qu'on n'analyse pas bien, mais on sent bien que le cône médulaire n'est pas du tout, n'a pas l'aspect habituel. Et en IRM, on retrouve, on visualise mieux cette image kystique avec un hyposignal interne. Alors, est-ce que ce sont des racines? Est-ce que c'est de la moelle? Etc. Donc, la seule question, quand on découvre une image kystique dorsale, quel que soit le niveau vertébral, c'est de savoir comment est la fosse postérieure. Donc, existe-t-il une malformation de Chiari? Ça, c'est vraiment le message à mémoriser. Il n'existe pas de malformation de Chiari chez cet enfant, ce n'est donc pas une myéloméningocèle. Et là, typiquement, ce que l'on observe, c'est une distorsion du trajet du cône de la moelle dans son trajet canalaire. Donc, elle est attirée par un éperon osseux qui l'arrime au fond de ce diverticule méningé. Et ça correspond à cette entité qui est le limited dorsal myeloschisis, qui pendant longtemps, certainement, a été considérée comme étant une myéloméningocèle à fosse postérieure normale. Donc c'est pour ça que la question du Chiari est vraiment au cœur du diagnostic des défauts de fermeture du tube neural, et c'est la seule chose à vérifier. Donc cet enfant est né avec le diagnostic confirmé, le niveau lésionnel confirmé à la naissance, et vous voyez cet aspect un peu étiré de la moelle qui va, pour un court trajet, se retrouver en extracanalaire, mais il va réintégrer le canal rachidien dans sa portion terminale. Donc là, c'est le neurochirurgien qui vous expliquera comment il peut prendre en charge et à quel point le pronostic de ces lésions est différent de celui de la myéloméningocèle. Alors, ces lésions kystiques posent encore plus de problèmes lorsqu'elles siègent au niveau sacré, où on n'a plus forcément de racines, et l'analyse finalement du contenu de la méningocèle n'est pas discriminante. Est-ce que c'est une myéloméningocèle malgré tout? Est-ce que c'est une méningocèle? Est-ce que c'est autre chose? Donc pour vous l'illustrer, voici 4 fœtus porteurs d'images kystiques sacrées, 4 fœtus différents. Donc maintenant vous avez bien compris, la seule question importante, c'est comment est la fosse postérieure de ces fœtus. Donc pour 2 d'entre eux, cette fosse postérieure était strictement normale, donc on se sent très à l'aise pour réfléchir, en se disant que même si on fait un diagnostic qui n'est pas tout à fait un diagnostic précis, le pronostic est excellent. Pour ces 2 autres fœtus, on a des malformations des signes crânio-encéphaliques, avec des anomalies de la fosse postérieure. Alors là, les signes crânio-encéphaliques sont finalement assez modérés. Ici, on a une vraie hydrocéphalie obstructive, avec une rupture septale. Bien sûr, ces 2 enfants, ces 2 fœtus étaient porteurs d'une myéloméningocèle. Pour l'un, la grossesse a été interrompue. Pour l'autre, il s'agit d'un enfant de 7 ans qui a parié pour la marche et qui souffre de troubles sphinctériens dans le cadre d'une myéloméningocèle sacrée distale. Pour ces 2 autres fœtus, l'un en coupe transversale, on identifiait ce qu'on a vu tout à l'heure, cette espèce d'éperon fibreux qui arrime une partie ou de la moelle ou du phylum terminal au fond de la poche, au fond de cette poche méningée. Et pour l'autre, il s'agissait bel et bien d'un limited dorsal myeloschisis, mais très distal. Donc là, les diagnostics sont vraiment difficiles à faire avec une myéloméningocèle, à l'exception du fait de la fosse postérieure normale. Et là, on avait une méningocèle simple. Donc, dans ces 2 cas, excellent pronostic. Alors, à cette gamme diagnostique des images surnuméraires sacrées, on pourrait ajouter des images qui n'ont rien à voir avec les malformations du tube neural. On pourrait très bien imaginer un tératome sacrococcygien, par exemple uniloculaire, avec un prolongement canalaire, comme c'est parfois le cas pour ces tératomes, ou un lymphangiome uniloculaire, ce qui est très rare, mais néanmoins ça fait partie de la gamme diagnostique. C'est pour ça que je vous dis que finalement la question du diagnostic précis n'est pas au cœur du problème, mais c'est bel et bien l'analyse de la fosse postérieure qui va nous faire raisonner. Et enfin, pour finir avec ces pièges diagnostiques, on a aussi des lésions associées qui peuvent être au niveau rachidien et qu'il ne faut pas méconnaître. Et ça, c'est une observation qui est relativement récente. Chez un fœtus qui présentait cette image kystique dorsale, dans laquelle on n'identifiait pas de structure particulière,
Et étonnamment, on avait un aspect disruptif des structures osseuses, canalaires, mais qui n'était pas en regard de l'image chiastique. Une moelle basse insérée. Bon, on avait du mal à conclure. Donc, comment est la fosse postérieure de ce fœtus nous permettait sans doute d'avoir une idée plus précise. Ce fœtus a une malformation de Chiari. Donc on s'est dit, il y a un dysgraphisme ouvert, mais qu'on ne comprenait pas bien, puisque ce n'était pas du tout la présentation habituelle. Moyennant quoi, cet enfant est né, puisque les parents étaient tout à fait conservateurs de la grossesse. Ils avaient aussi peut-être senti nos hésitations diagnostiques. Il est né avec une méloméningocèle épithélialisée. Donc c'est pas vraiment une méloméningocèle finalement. Une moelle attachée basse, c'est sûr, et surtout des anomalies segmentaires vertébrales importantes. Et aujourd'hui, le problème de cet enfant, c'est sa scoliose. La marche est acquise. Je l'ai revue récemment, elle court dans tous les sens, puisque sa maman attend un deuxième enfant. La propreté a été acquise dans des délais tout à fait normaux. Donc là, je pense que typiquement, on aurait dû faire un scanner pour bien comprendre ce qui se passait, parce qu'on avait une forme frontière de dysgraphisme qui n'était pas du tout habituelle. Et dans ces formes frontières, parfois, on a l'évolution naturelle qui permet de bien comprendre, de mieux comprendre les choses. Et je vous l'illustrer avec ce dossier que m'a confié Antoine Lévy, qui est une collègue et amie de Nice, à qui on adresse ce fœtus à 25 semaines pour une image chiastique dorsale. On ne repère pas de choses extravagantes au niveau canalaire, si ce n'est peut-être que la moelle est un petit peu bas située et qu'elle est un petit peu attirée vers la partie dorsale du canal. À la question comment est la fosse postérieure est normale, donc on a un discours plutôt rassurant. Au cours de la surveillance de ce fœtus, on a la surprise de voir s'affaisser cette image chiastique dorsale, et surtout de voir survenir un Chiari. C'est-à-dire on a cette fosse postérieure qui se modifie complètement. Donc là, on a vraiment l'évolution naturelle d'un dysgraphisme fermé, une effraction de la poche, donc une fuite de LCR, qui explique les signes indirects. Donc au moment du diagnostic, la fosse postérieure est normale et c'est en fait l'élément qui compte. On était quand même dans une forme favorable. Bon, vu l'évolution du tableau, il y a eu une interruption médicale de grossesse chez ce fœtus, et voilà un petit défect cutané, l'affaissement de la poche, et puis c'est tout. Donc pour conclure cette petite présentation, on se souvient qu'on a un dépistage qui est efficace, ce qui est basé sur les signes indirects. Et les seules limites de ce dépistage et de ce diagnostic, ce sont les conditions d'échographie difficiles. Il nous importe de ne pas aggraver le pronostic de ces dysgraphismes ouverts ou fermés en les mélangeant, en faisant des faux positifs. Donc, une fosse postérieure normale au diagnostic est un élément de bon pronostic et permet d'exclure un dysgraphisme ouvert. Compte tenu des nouvelles prises en charge qui sont offertes aux couples désireux de poursuivre la grossesse, charge à nous de nous améliorer dans la précision du niveau lésionnel, et pour ça je crois qu'il faut vraiment utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition, et notamment le scanner fœtal qui se fait sans coût en termes d'irradiation pour le fœtus. Voilà.